la radio a annoncé Santos Cavini Magnic. Rappelez qu'elle débatché, c'est la football qui est tombée. Nous n'avions pas les moyens pour faire venir un club de cette importance. Alors, nous avons bien entendu joué sur le prix du ticket. Attention, 100, c'est 100 francs. Maman, 100, c'est 100 francs. Ah non, trop cher. À cette époque, il n'y avait pas de match à la télévision comme maintenant, et pour voir un bon match de football, il fallait aller au stade. C'est 100 francs. Gilles Elie, la grandeur d'un événement sportif se mesure-t-il au prix du billet d'entrée dans le stade ? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'en fait, la grandeur d'un événement sportif se mesure à l'engouement et l'engouement, le bruit et le mouvement en fait qu'il y a autour de cet événement. C'est l'événement. Pelé vient jouer en Martinique. Alors, je t'ai posé cette question pour introduire un petit peu le sujet du documentaire, parce que Bibliofoot, c'est de la littérature foot, mais aujourd'hui, on a choisi de sortir un petit peu des travées de la littérature pour parler d'un documentaire vidéo que tu as monté, qui s'appelle « Nous irons voir Pelé sans payer ». Et donc, c'est donc un événement sportif qui relate un événement des années 70, janvier 70. Je vais te laisser en parler. Absolument, en fait, janvier 71 en fait. 71, pardon. Pour être plus précis. En fait, en janvier 71, Pelé et son équipe, le Santos de Sao Paulo, lors d'une tournée qu'ils ont fait en Amérique du Sud, en Caraïbes, en fait, ont fait une escale, notamment en Martinique. Par la suite, ils iront également en fait en Guadeloupe. Et pour rencontrer une sélection de joueurs locaux. Et en fait, cet événement a donné lieu en fait, à un grand mouvement de foule parce que, effectivement, pour assister au match, le prix des billets avait été multiplié par 10. Alors, pour donner un ordre d'idée, à l'époque, en fait, ça coûtait 10 francs en fait, d'assister à un match. Et là, en fait, la Ligue de football martiniquaise avait mis le billet à 100 francs. Pas tant pour s'en mettre dans les poches, c'est simplement parce que en fait, le Santos ne venait évidemment pas gratuitement. Alors, le prix du billet, il oscillait donc aux alentours d'un 15e du salaire de l'époque. Oui, c'est plus que ça, c'est quasiment en fait un quart en fait du salaire. Ah, c'est un quart. Oui, c'est un quart en fait du salaire en fait d'un ouvrier agricole. Donc c'était énorme en fait pour les gens en fait. C'était voilà. Et il faut se remettre à l'époque. En Martinique, il y avait très peu de télévision. Donc, il n'y avait même pas cette idée de c'est pas grave, on va voir le match à la télé. Donc, il y avait très peu de télé. Quand les gens voulaient aller voir un match de foot, ils allaient en fait, vraiment en fait, au match. Et il n'y avait jamais eu non plus de retransmission télé en direct, en tout cas, du match. Ah non, trop cher. À cette époque, il n'y avait pas de match à la télévision comme maintenant, et pour voir un bon match de football, il fallait aller au stade. C'est 100 francs. Donc on est au début des années 70, il y a encore en fait tous ces mouvements en fait de jeunes en fait qui sont assez frais. En fait, il y a pas mal de jeunes qui ont fait leurs études en fait en France et qui sont revenus aux Antilles en se disant en fait on va faire la révolution. C'est des gens qui ont fait mai 68 et tout. Et puis voilà, effectivement le début des années 70, il y a encore en fait on est en plein en fait encore de ces mouvements d'extrême gauche, etc. Et donc, il y a un jeune mouvement d'extrême gauche qui s'appelle le Groupe d'Action Prolétarien. Le GAP. Le GAP, exactement, en fait, qui a pour stratégie de se saisir de n'importe quel événement qui met en émoi la population pour comme ça, un petit peu attiser le feu. Pour préparer l'opération propagande, agitation, de façon à faire baisser le prix du ticket, soit à créer un événement où les jeunes expriment leur mécontentement. Et donc voilà, il se dit c'est une super occasion, les gens sont scandalisés par le prix, on va créer un mouvement dont le slogan en fait sera « Nous irons voir Pelé sans payer » et qui réclame en fait la gratuité du match, etc. Nous verrons Pelé sans payer. Nous allons voir Pelé sans payer. Nous irons voir Pelé sans payer. Et ils vont en fait comme ça en fait mener une campagne de graffiti, de manifestation pour atteindre leur but.
Alors, finalement, tu nous expliques que c'est un événement sportif qui se transforme en événement politique, voire même révolutionnaire. Oui, non, totalement. En fait, je pense que tu le sais mieux que moi. En fait, souvent, en fait, le foot, en fait, a donné lieu comme ça, en fait, à des mouvements politiques ou a été associé à de la politique ou a été utilisé en fait comme une revendication politique. Donc, non, on est effectivement là encore dans ce thème-là où le foot est récupéré politiquement. J'aimerais qu'on parle de Pelé. Que représentait Pelé pour la population martiniquaise de l'époque et aussi un petit peu pour ces révolutionnaires qui se prenaient de faire la révolution un petit peu contre le colonialisme Pelé, en fait, voilà, il faut se remettre aussi, voilà, le premier, en fait, c'est une des premières grandes figures noires. Donc pour des Antillais noirs, en fait, ça représente énormément. Je veux dire que les premières en fait, personnes, tout ça, en fait, visibles dans les médias, enfin, c'est quand même Mohamed Ali, c'est Pelé, en fait, des sportifs. Voilà, je passe Martin Luther King, Malcolm X, etc. On avait un Jesse Owens. Voilà, Jesse Owens, en fait, remontait déjà à quelques décennies. Donc, en fait, voilà, c'est une image de réussite. Et c'est important, c'est une image en fait, de réussite, c'est une image de enfin en fait il y a quelqu'un en fait un personnage noir qui est reconnu mondialement. Même si en fait Pelé en fait n'est jamais rentré dans ce genre de considération quoi. En fait il a très peu eu me semble-t-il et puis ça m'a été confirmé par un des joueurs Lima en fait j'ai appris que c'était le beau-frère de Pelé qui dit que voilà Pelé n'était absolument pas en fait dans ce genre de considération là donc c'est doublement important en fait pour eux en fait de voir leur idole c'est le football parce qu'en fait les Antillais sont des grands fans de football et puis Pelé quand même. Ça c'était encore une saloperie du colonialisme qui venait nous narguer avec notre idole hein. Pelé c'était une superstar. Donc finalement, ils n'ont pas supporté d'avoir à portée de main l'une des plus grandes stars noires de l'époque et d'être bloqués par le prix. C'est vraiment un drame. Et tu me posais la question par rapport aux révolutionnaires. Très honnêtement, en fait, un des membres fondateurs du GAP, Robert Saé, qui est dans le film, en fait, me confie que le foot, en fait, il s'en fout quoi. Et que avant ces incidents, il n'avait jamais mis les pieds sur un terrain de foot. C'était vraiment un prétexte. En tout cas, pour monter la révolution. Mais en fait, le gouvernement français, qui sort quand même de guerre post-coloniale, etc., était convaincu que le prochain, en fait, après en fait, l'Asie et puis le Maghreb, que le prochain en fait, foyer de révolution, ça aurait été les Antilles. Donc ils faisaient extrêmement attention. Alors justement, concernant l'événement en lui-même, de fil en aiguille, beaucoup de Martiniquais se sont retrouvés dans la rue, principalement après l'arrestation de deux activistes du GAP, qui sont Mauvois et Léotin. Oui. Et pour sa libération, de grosses manifestations ont été mises en place et qui ont fini dans les jardins de l'hôtel de ville qui a nécessité l'intervention d'une grande figure, Aimé Césaire. Aimé Césaire. Alors, à l'époque, en fait, Aimé Césaire, et qui a été maire et député pendant une quarantaine d'années, donc Aimé Césaire tenait la mairie de Fort-de-France, qui était donc la seule mairie gauche ou assimilée gauche, en fait, dans une France totalement à droite et une Martinique totalement aussi, dont les mairies étaient totalement à droite. Donc, effectivement, il y avait une espèce de bienveillance, en tout cas, par rapport aux manifestants. Et qui, lors effectivement de cette manifestation de soutien, parce que deux de leurs membres, enfin, qui avaient préparé une action commando en fait contre un mur du stade, puisque l'idée était de faire exploser en fait un mur du stade pour que les gens le lendemain puissent rentrer librement. Donc ils se sont fait en fait capturer par la police et puis il y a eu procès. Donc le but était vraiment d'entrer en force dans le stade. Nous sommes au stade Louis Achille, le temple du football martiniquais. Toute l'histoire du football martiniquais passe par le stade Louis Achille. C'est ici que nous avons reçu le Santos de Pelé.
Le but était d'entrer dans le stade. Voilà. Le but était d'entrer dans le stade. Voilà. Et s'il fallait faire sauter le mur du stade, en fait, on faisait sauter le mur du stade. Mais effectivement, le but était d'entrer en force dans le stade. Et donc voilà, donc le mouvement a évolué, et puis effectivement, de manifestations pour aller voir le Pelé gratuitement, on est passé à des manifestations pour que les deux jeunes soient libérés. Manifestations effectivement qui tournent mal, affrontements avec la police, et voilà, et les manifestants sont obligés, enfin se sont réfugiés dans la mairie de Fort-de-France, et effectivement il a fallu une intervention en fait, d'Aimé Césaire pour briser le cordon de CRS en fait, qui entourait la mairie. Alors justement, le dénouement un petit peu de ce match, enfin des prémices de ce match, l'État français prend un petit peu la mesure de la révolution qui est en train de prendre forme justement en Martinique, et décide de non pas mettre la gratuité de ce match, mais de le retransmettre. Absolument. Donc, paradoxalement, pour une population qui est à peine équipée en télévision. Donc oui, la solution, en fait, ça a été de faire venir un car régie, avec, à l'époque, c'était l'ORTF, voilà, pour retransmettre en direct le match. Mais voilà, il devait y avoir 15% en fait, des gens qui avaient une télévision, c'était les plus riches. Voilà. Et donc j'ai recueilli comme ça plein de témoignages de gens qui m'ont dit « Ah ben oui, moi j'ai vu le match parce qu'en fait j'étais avec d'autres camarades agglutinés derrière une fenêtre, on regardait à travers les persiennes, etc. etc. Voilà. Et puis quand aujourd'hui on parle enfin, d'installer un écran géant pour que les gens puissent voir, etc. Non, on était loin de ça à l'époque. Comment était perçue cette pseudo-révolution par les Brésiliens, qui eux vivaient à l'époque sous une dictature militaire? Alors ils n'ont rien vu, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui est étonnant, parce que voilà, là on parle aujourd'hui en 2017 où les choses se savent, tout se sait très vite, etc. etc. Voilà, très honnêtement, les manifestations ont surtout eu lieu à Fort-de-France. C'est-à-dire que les gens en fait, dans les campagnes en fait, n'étaient même pas au courant de ça. Et même les joueurs de foot, les joueurs de l'équipe martiniquaise, ceux qui ne résidaient pas en fait, à Fort-de-France, puisque je rappelle que c'est une sélection locale, donc il y avait des joueurs en fait, de plusieurs clubs, m'ont dit ben, nous on n'a pas su tout de suite. Par contre, en fait, la chose qui m'a vraiment étonné quand j'ai fait mes recherches, c'est-à-dire que on parlait très peu de ces événements en fait, dans la presse locale qui était tenue par le groupe Persan, droite, etc. Donc effectivement qui minimisait en fait tout ça. Et en allant au Brésil, à Santos, où je cherchais en fait des archives, etc. Enfin, dans la presse locale, en fait, ils en parlaient. Et j'avais parlé de ça avec le journaliste qui accompagnait l'équipe brésilienne, m'étonnant que quand même, ils ont parlé des manifestations, etc. etc. Ils disaient qu'en fait, c'était une manière, en tout cas pour la dictature, de justifier en fait, l'emploi de la force. C'est-à-dire de regarder, en fait, on fait partout dans le monde, ça se passe de la même manière, en fait. Du nivellement par le bas, finalement. Oui, il faut que l'État, en fait, réprime des mouvements de foule, etc., etc. Donc justifier quelque part, en fait, l'emploi de la force par la dictature au Brésil. Quelque part, le mode de communication des gens qui ont instigé cette révolution en mettant en place la campagne de graffiti sur les murs, c'était un peu les prémices de Facebook, en mettant des statues sur les murs. Ouais, après c'est pas nouveau en fait. Voilà, et puis c'est des gens aussi qui ont été baignés à la culture maoïste, etc. Donc, et qui avaient en fait toutes les clés pour
mener des actions de sensibilisation urbaine, etc. En fait, ouais. Est-ce qu'il reste des images de ce match? Non, alors la chose très paradoxale, mais je le savais en fait en démarrant le film, c'est qu'en fait il n'y a pas d'image du match. Le match a été effectivement filmé, on aurait pu penser que la première retransmission télé en direct, ils allaient archiver ça, mais ça a été fait tellement en fait, dans l'urgence et dans la précipitation qu'il n'y a pas eu en fait, il n'y a pas eu d'enregistrement. Donc voilà, en fait, pour moi en tant que réalisateur, une des gageures du film était de raconter en fait un match de foot. Parce que je tenais aussi à raconter le match de foot, c'est-à-dire que le film, je l'avais vraiment pensé comme sur l'écriture d'un match de foot avec demi-temps, etc., et j'ai repris des codes comme ça en fait de la réalisation en fait de match de foot. Donc on a une première partie sur l'avant-match, sur les événements, et ensuite on rentre vraiment dans le match. Et donc voilà en fait la gageure était de raconter un match de foot sans image de foot. Et voilà, c'est aussi une réflexion sur la mémoire, sur comment en fait la mémoire se transpasse, ce qui reste et tout. Et une des petites surprises que j'ai eues, mais parce que j'ai fait preuve en fait d'une certaine naïveté, c'est-à-dire j'ai commencé par tourner en Martinique. Donc j'ai rencontré quasiment l'intégralité en fait des anciens joueurs martiniquais qui avaient tous en fait plein d'histoires, en tout cas sur ce match. Ils se souvenaient de tout ce qu'ils avaient fait, leurs actions, ce qu'a fait un tel et tel. Et voilà. Et je suis arrivé en fait au Brésil en me disant, aussi, on m'a raconté plein de trucs. Mais j'ai juste oublié que les Martiniquais, c'était des amateurs et c'était le match de leur vie. Évidemment, on se souvient. Le Martiniquais, il n'a pas tenu à rien envier en jouant brésilien. Tout ce de café, nous te café. Em determinados momentos, eu não sabia se eles estavam jogando ou eles estavam apreciando a gente jogar. Nous étions des petits amateurs, et je crois que dangereux dans le football. Et les autres, c'est des professionnels, ils en ont joué des milliers, donc c'est un match parmi tant d'autres. Et Dieu merci, en fait, un des joueurs martiniquais avait des lunettes, mais vraiment des lunettes épaisses. En fait, il nous raconte qu'il était vraiment myope et il pouvait que se fier à la couleur des maillots et que c'était pas très efficace. Donc voilà. Donc le seul truc qui les a marqués, c'est qu'un des joueurs martiniquais avait des lunettes. Et tout le monde m'a raconté ça. Sinon voilà, en fait, il y avait des choses assez floues. Après oui, en fait, Abel se souvenait qu'il a marqué et Dou se souvient en fait qu'il a marqué. Mais voilà, enfin, le gros truc qui était revenu, en tout cas sur l'expérience martiniquaise, c'était il y avait un joueur à lunettes et il driblait comme un fou. On va garder secret le score final. Hein, les gens vont découvrir au cœur de ce documentaire l'issue de ce match. Gilles Elie, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Et j'espère te retrouver sur un autre documentaire sur une page d'histoire du football, qu'il soit martiniquais, caribéen ou européen. Ok. À bientôt. À bientôt.